Comment sauver la planète? Les élèves de terminale ont débattu en classe de la soutenabilité de la croissance économique. Peut-on concilier la poursuite de la croissance économique, le développement humain et la préservation de l'environnement? Notre développement nous permet-il de satisfaire nos besoins présents tout en préservant la capacité des générations futures à satisfaire les leurs? C'est le débat d'aujourd'hui qui opposera les tenants d'un développement durable à ceux de la décroissance. Dans les années 1990, on a pu voir que la croissance est insoutenable et elle le sera. Comme on a pu voir, la croissance démographique a été multipliée par 4, le PIB quant à lui a été multiplié par 14, ce qui fait qu'il y a plus de consommation car le pouvoir d'achat a augmenté. Il y a la consommation d'électricité qui a été multipliée par 13 et l'émission de CO2 a été multipliée par 17. Donc cette différence entre la croissance économique et la croissance démographique est assez importante et elle ne fera qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Ouais, mais par rapport à ça, si on prend en compte le progrès technique, le progrès technique il va pouvoir résoudre plusieurs solutions grâce aux recherches et développements qui vont pouvoir être faites parce qu'au fur et à mesure du temps, ils font que se multiplier. Donc, par exemple, dans le progrès technique, l'intensité énergétique des pays de l'OCDE a diminué de 40% depuis 1980, mais encore aussi pour 1000 dollars de richesse, nous avons besoin aujourd'hui de 0,4 tonnes en équivalent pétrole contre 1,2 tonnes pour le 19e siècle, donc 3 fois moins d'énergie. C'est vrai que le progrès technique réduit le coût de production et donc l'intensité énergétique des produits fabriqués. Mais on a pu constater au long des années que le progrès technique mène à un effet rebond. C'est-à-dire que, par exemple, avec l'arrivée de l'informatique, on aurait dû produire moins de papier, par exemple, mais à cause de l'imprimerie, on a plus imprimé qu'avant, et donc on a dépensé plus qu'avant de papier. Oui, mais on peut dire aussi que l'augmentation de la production, elle permet d'enrichir les citoyens qui deviendraient alors plus soucieux de l'environnement. Et cela permet aussi de diffuser de nouvelles technologies qui permettent une meilleure utilisation des ressources économiques. Eh bien, c'est pas du tout vrai, puisque aux États-Unis, par exemple, c'est le pays le plus développé actuellement. Et on ne voit aucune démarche pour l'environnement. Au contraire, c'est le deuxième émetteur de CO2. Donc ce que vous dites que plus de développement induit à une conscience, prendre conscience de l'environnement, c'est faux. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, si on mène une vie aussi confortable, c'est parce qu'on dispose d'une meilleure médecine, un meilleur niveau d'informatique, d'électricité, d'internet, etc. qu'avant. Et ça, c'est dû au progrès technique qui a baissé le taux de pauvreté, qui a fini les famines en Occident, qui a augmenté l'espérance de vie, la réduction de la mortalité infantile. Mais sauf que le problème avec le progrès technique, c'est qu'avant, on faisait des progrès techniques pour combattre contre la nature. Par exemple, avec le froid, on a fait des progrès techniques pour se réchauffer. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on va faire des progrès techniques pour sauver la nature. Parce qu'avant, avec les progrès techniques qu'on a fait, on a un peu détruit cette nature. Et cela ça engendre... donc cela... la survie de l'humanité est en danger. Ouais, mais sauf que ce que vous avancez là, est-ce que vous avez pensé au niveau social, qu'est-ce que ça pourrait faire, quoi? Parce que est-ce que tout le monde serait prêt à retourner un peu dans le temps, quoi, pour assumer? Parce que ça veut dire qu'il faudrait tout ralentir, mais limite, faut parler d'extrême, et du coup, il faudrait que tout le monde diminue ses modes de consommation et tout ça, mais est-ce que tout le monde serait prêt à cela? Mais de toute façon, s'il n'y a pas de changement de mentalité, on mène à la catastrophe. Donc le problème, c'est justement les mentalités qu'il faut changer. Et
et voilà, enfin, c'est pas en continuant à polluant qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc il faut commencer par une réduction de consommation, par exemple. Et voilà. Et enfin, vous avancez tout ça, mais le développement durable, vous proposez par exemple de ne pas faire un changement si radical. Mais par exemple, avec la création de la voiture électrique et tout ça, sauf que la voiture électrique, ben, on sait tous que pour la produire, c'est très coûteux, ça pollue énormément aussi, et ce n'est pas du tout rentable à long terme. Ouais, mais par exemple, au niveau des énergies, enfin, déjà, déjà, la voiture électrique, même si c'est très coûteux au niveau de la fabrication, en termes de longue durée, ça sera beaucoup plus favorable, par exemple, qu'une voiture à essence. Donc, si déjà tout le monde. Si le coût de la voiture électrique serait moindre, ben, tout le monde pourrait quasiment s'en satisfaire et ça serait déjà un peu mieux. Et ensuite, il y a par exemple Peugeot. Là, ils ont quasiment mis tout leur parc automobile, ils l'ont mis à jour avec tout ce système. Maintenant, tous les véhicules sont électriques, quasiment. Tous leurs modèles sont proposés en électrique. Et ensuite aussi pour l'avenir, il y a une forme d'énergie qui serait quasiment illimitée et sans pollution. Ça serait le phénomène de fission avec la centrale nucléaire à fission. Et donc cette forme d'énergie, elle pourrait permettre justement une croissance soutenable. Et sauf que le problème, pour construire votre usine, à quel endroit vous voulez la faire? Parce qu'il faut détruire des ressources naturelles pour construire l'usine. Combien de temps ça va mettre pour construire cette usine? Et ça va aussi beaucoup polluer, au final. Oui, après ça c'est des risques à encourir, mais bon, sur la longue durée, de toute façon, ce sera... là, ça sera prêt d'ici peu de temps et on aura réussi à faire une croissance soutenable, quoi. D'ici peu de temps, ça veut dire combien de temps? Dès demain. Après, on peut aussi proposer donc une nouvelle forme de croissance verte, c'est-à-dire promouvoir la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux dont dépend notre bien-être. Elle permettrait à la France donc de créer des emplois ou de l'activité, tout en contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique. Sauf qu'en soi, il y a aussi le problème de surexploitation où on utilise trop les ressources naturelles. Et donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de la mer d'Aral, où il y a presque toute la partie sud qui a presque disparu. Et si on surexploite trop les ressources, on n'en aura plus. C'est pour ça qu'il y a la règle verte, où il ne faut pas consommer plus que ce que la nature produit, nous offre. Justement, pour ça, à Dongtan, ce qui est la première ville écologique du monde, il y a des toits recouverts de gazon, de plantes vertes par exemple, pour pouvoir isoler les bâtiments, recycler l'eau. Il y a aussi des transports comme des bus qui sont propres à pile combustible. Et donc dans cette ville, il y a jusqu'à 80% des déchets solides qui sont recyclés. C'est vrai que Dongtan, déjà c'est une ville qui n'a pas été mise en place. C'était un projet qui était pour 2010 et on ne le voit toujours pas. Après, c'est en Chine, c'est le principal émetteur de CO2. Donc, c'est pas parce qu'il y a une ville écologique que ça remplace, que ça fait oublier toutes les émissions que le pays fait de gaz à effet de serre. Non, c'est sûr, mais ça permet quand même d'être moins menaçant pour l'environnement, d'essayer de recycler par exemple l'économie circulaire qui consiste à produire, consommer puis recycler. Si on produit mais qu'après on recycle, c'est pareil que si on consommait pas ce produit.
Mais sauf que le problème, c'est que si c'est que la minorité de la population qui fait ça, par exemple juste une ville ou un village qui va recycler, ça n'aura presque aucun impact sur l'environnement. Il faudrait que tout le monde le fasse et donc du coup arrêter de consommer, des choses comme ça. Ouais, mais par exemple, par rapport, nous, on peut proposer tout simplement l'allocation des ressources naturelles, qui serait en fait une taxe qu'on pourrait mettre sur tout ce qui est produit pas illimité. Et du coup, ça pourrait permettre à tout le monde de rester dans la mesure du possible. Et donc, par exemple, si on taxe la mer ou toutes les ressources dans l'avenir on pourrait consommer jusqu'à épuisement, si on les taxe toutes, tout le monde devrait, en plus tout le monde devrait pouvoir tout le monde va arrêter de surconsommer. Et ensuite, on pourrait mettre en place aussi l'écotaxe, par exemple, si on ne consomme pas le produit, on peut le gratifier, ou alors si on consomme trop, on fait justement il y a une taxe en plus de celui-ci, et cela permettrait du coup d'arrêter de surconsommer. Top. On va reprendre. Donc déjà, le développement durable, c'est une notion qui va définir le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable et en respectant l'environnement tout en le conciliant avec le progrès technique, les progrès économiques et sociaux. Donc en fait, est-ce que vous êtes au courant que ce dont vous êtes pour la décroissance va engendrer beaucoup de chômage à long terme, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre sur cela ? Donc oui, ça peut engendrer du chômage, mais la décroissance est nécessaire puisque le développement durable, c'est déjà quelque chose que les États essayent de faire et ils s'en servent comme d'une façade alors qu'au fond, ils ne font rien. Et donc, on doit apprendre à consommer moins pour pouvoir réduire notre impact écologique. Très bien. D'accord, alors vous voulez consommer moins, mais est-ce que déjà vous en êtes capable ? Le monde ici, il est façonné, il est fondé sur la puissance, avoir des biens, le montrer, etc. Est-ce que vous serez capable, vous par exemple, d'arrêter d'avoir un téléphone, ne pas vouloir une voiture, ne pas voyager parce que du coup on arrête de prendre l'avion donc on ne voyage pas. Est-ce que ça, vous pensez qu'on en serait capable à l'échelle en plus mondiale ? Donc vous baseriez le bonheur sur ce qu'on possède matériellement et l'argent plutôt que sur les rapports sociaux, la famille et tout ce qui va avec. Donc en fait pour vous on ne peut être heureux qu'en consommant de manière ostentatoire, en ayant un iPhone 10 et en voyageant jusqu'aux États-Unis. Non, je ne définis pas le bonheur comme ça. Mais déjà, regardez les monuments, par exemple, les monuments historiques les plus puissants, les plus beaux qu'on voit. Ça a été des achats qui ont été très compulsifs. C'est un budget énorme. Les plus beaux monuments qui nous restent sur cette terre, c'est un budget énorme et on pourrait qualifier ça même de irrationnel. Mais pourtant, c'est peut-être même un besoin individuel de réassurance vis-à-vis des autres, etc. Je pense que c'est même pas quelque chose par rapport au bonheur, mais c'est quelque chose humain que chacun a à l'intérieur de soi et qui a besoin de substituer ce besoin, en fait, par quelque chose. Oui, mais après, je pense qu'on peut se passer de tous ces biens, étant donné que la chose primordiale aujourd'hui, c'est la nature, parce qu'il faut avant tout que notre planète résiste. Et aujourd'hui, de nos jours, elle subit beaucoup de pression, elle est vachement exploitée. Et je pense qu'il faut donc changer, nous, la décroissance, on pense qu'il faut changer nos mentalités et arrêter de consommer à flot sans aucune raison.
et plutôt se tourner vers la nature qui est l'avenir. Mais pour cela, il n'y a pas que les biens qui sont en jeu, il n'y a pas que la marchandisation, il y a également les services tels que la santé, l'éducation et les services d'association et tout ça qui permettent aux personnes d'avoir un bien-être favorable. Et pour cela, il faut quand même des techniques et que le progrès technique soit en jeu, car pour la santé, par exemple, il faut des matériaux qui permettent, par exemple, les opérations pour pouvoir régler les maladies et tout ça. Oui, mais après, le progrès technique, c'est bien d'un côté, mais c'est mal parce que ça prélève énormément à la nature, parce qu'on prend beaucoup à la nature pour créer de nouvelles choses. Et le progrès technique qui, à la base, est fait pour réduire la consommation, mais ça entraîne au contraire la consommation. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Certes, ça baisse les coûts unitaires de production et donc ça baisse l'intensité énergétique, mais du coup, ça fait aussi baisser les prix des biens. Et du coup, les consommateurs auront plus tendance à s'en procurer. Et du coup, la pollution va augmenter au lieu de réduire, qui est à la base le but du progrès technique. Oui, mais vous dites cela, mais si on revient sur le fait que la croissance va être nécessaire au développement humain, tout simplement parce qu'elle va permettre aux pays les moins avancés d'élever leur PIB et donc de rattraper les richesses et de mettre tout le monde à un pied d'égalité, qui fait que on sait que les inégalités font beaucoup de mal, on va dire, dans l'environnement, etc. Et il va créer donc un chaos social. C'est pour ça que la décroissance est impossible, parce que tout le monde ne pourrait pas se mettre d'accord pour arrêter de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais de toute façon, vous parlez que les pays non développés, avec la décroissance, ne pourront pas se développer. Mais avec le développement durable, il faudrait énormément de temps pour que ces pays rattrapent les pays développés. Puis, d'un point de vue, vous avez parlé tout à l'heure de santé et tout ça. Mais que je sache actuellement, même avec la croissance actuelle, il y a beaucoup de pays, par exemple africains, qui n'ont pas droit à la santé. Et pourtant, avec la croissance, vous dites que tout ça va se régler, mais ça fait 200 ans qu'on est en croissance et je vois aucun changement. Donc, depuis le début, les arguments, on a l'impression que nous, on est complètement insensible à la nature, qu'on n'en a rien à faire, etc. Or, c'est complètement faux. Je vais d'ailleurs parler de donc une pub qui est sortie au Québec donc pour la décroissance, ça s'appelle la logique malthusienne en fait. Et cet homme, il a sorti une publicité qui défait complètement en fait le développement durable, qui montre que la décroissance, c'est absolument ce qu'il faut faire. Pardon, j'ai un petit lapsus. J'ai perdu ma... Oui, et donc il a sorti une publicité et en fait qui montre que la décroissance c'est génial, sauf que il faut réfléchir, la décroissance c'est impossible. Enfin, déjà à l'échelle mondiale, que tout le monde, chaque individu sur cette terre ait une remise en question et veuille arrêter tout ça. Enfin, on voit très bien que le monde aujourd'hui, 90% pratiquement de la pollution est engendrée par des multinationales, par des usines, etc. Est-ce que ces personnes qui ne veulent que s'enrichir et qui contrôlent le monde vont arrêter pour se mettre dans un système de décroissance, ils vont perdre beaucoup d'argent, etc. Et en plus de ça, donc s'il n'y a pas ce choix individuel, vous devrez l'imposer. Vous savez très bien que si vous devrez l'imposer, ça engendrerait une guerre, un chaos complètement social, parce que quand on voit que la croissance, par exemple au crash boursier aux États-Unis, la croissance, elle a diminué de 1% à peu près, et on voit déjà que ça a fait d'énormes lacunes
Donc, je pense pas que ce soit possible, même si vous avez des bons arguments, je pense pas que ce soit possible de faire ce que vous voulez faire. Oui, donc selon vous, on doit continuer à utiliser le capital naturel qui constitue donc notre planète, l'endroit sur lequel nous vivons et ce qui nous permet de vivre. Si on gâche notre planète et qu'on perd tout ce qui la constitue, on ne pourra plus vivre. Et toutes ces usines dont vous parlez, elles utilisent le capital naturel. Et il n'est pas substituable, vu que, par exemple, avec les produits de synthèse que ces usines font, ils sont mauvais pour la santé. On peut parler du bisphénol, qui se retrouve dans 95% des urines des Américains. Et à forte dose, il y a des risques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein et encore bien d'autres choses. Donc ces usines, l'environnement devrait passer avant la croissance et la recherche à tout prix du profit. Ces usines ne pensent pas du tout à l'environnement. Alors oui, elles, peut-être avec la responsabilité sociale, puisqu'elles font des rapports au niveau de leur impact, mais ça reste une façade pour faire des coups publicitaires et donc augmenter toujours leurs profits, même si elles font semblant d'essayer. Alors oui, elles font des actions, mais en même temps, elles ne sont pas du tout suffisantes et ça reste vraiment pour faire plaisir aux consommateurs et vendre plus. Mais ne pensons pas qu'au profit, le bien-être des gens est en jeu, parce que la population augmente, et si la population augmente, il faut alors subvenir à leurs besoins. Et si vous mettez en avant la décroissance, les besoins des personnes ne pourront pas tous être pris en compte. Il faudra faire des choix. Donc vous mettrez en péril la vie de certains pays qui sont déjà sous-développés. Et vous dites que le capital naturel passe avant, mais il y a d'autres capitaux qui sont substituables et qui peuvent remplacer le capital naturel. Donc par exemple le capital technologique. Avec les progrès techniques, on pourrait réussir à subvenir aux besoins de toute la population, sans mettre en danger forcément l'environnement. Il y a également le capital humain et physique qui pourrait remplacer ce capital naturel. Mais vous parlez du progrès technique, encore une fois, pour remplacer le capital naturel, mais le capital naturel, il n'est pas substituable. On ne peut pas remplacer, par exemple, des abeilles par des robots. Déjà, rien qu'à produire les robots, c'est la technologie, c'est des usines, c'est pollué, encore une fois. De plus, déjà rien que pour installer les usines, il faut enlever le capital naturel. Et le capital naturel, il n'est en aucun cas substituable par aucune forme d'autres capitaux, ni par les humains, ni par les robots ou quoi que ce soit, parce que rien que les arbres nous permettent de respirer. C'est pas un robot qui va nous faire respirer à la place d'un arbre. Fin du deuxième round. Alors, l'histoire nous montre que la croissance économique engendre sur une longue période toute une série d'effets bénéfiques pour les agents économiques. Donc, il y a les enrichissements généraux, il y a une amélioration, il y a une amélioration des indicateurs de développement, il y a l'augmentation de l'efficacité productive des indicateurs mais il paraît pourtant aujourd'hui évident que le modèle des croissances industrielles extensives qui a permis aux pays riches de se développer au cours du XXe siècle et qui aujourd'hui est à la base du décollage de certains pays émergents comme la Chine ou bien l'Inde engendre des effets néfastes. Ça engendre peut-être des effets néfastes,
Cependant, avec la croissance soutenable qu'on vous propose, il y a, avec par exemple le progrès technique, mes collègues avant en ont parlé, mais je vais pouvoir un petit peu plus développer, parce qu'en fait, le progrès technique, ça apportera des solutions avec des nouvelles innovations afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et aussi notre gâchis énergétique. Avec le progrès technique, on peut créer des innovations afin d'avoir une sobriété énergétique. Une sobriété énergétique nous permettrait de réduire notre gaspillage avec, par exemple, la pile à hydrogène. La pile à hydrogène, elle est capable d'accumuler plus d'énergie et avec moins de perte d'énergie que, par exemple, des piles à lithium. On peut également, avec les innovations, augmenter notre efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, on peut l'avoir, par exemple, avec l'amélioration des processeurs d'ordinateurs, qui, par exemple, les processeurs d'ordinateurs de Ryzen, qui ont permis de baisser leur finesse de gravure. Leur finesse de gravure, quand ils l'ont baissé, et ils ont également diminué la perte d'énergie. Du coup, avec le progrès technique, on peut créer des innovations afin de réduire toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, on engendrerait beaucoup moins, même presque une pollution nulle. Alors déjà, de 1, le progrès technique induit l'effet rebond. Il y a une réduction de l'intensité énergétique des produits fabriqués, donc la baisse de coûts de production et des prix, donc une hausse de consommation. On est d'accord que le progrès technique a de nombreux atouts, certes, mais ce n'est pas grâce à ça que l'environnement va aller. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, mais par exemple, avec le capital naturel, il y a une nouvelle forme de croissance qui s'appelle la croissance verte. La croissance verte, c'est une croissance qui favorise la croissance économique et le développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels, c'est-à-dire le capital naturel, continuent de fournir les ressources et les services environnementaux sur lesquels repose notre vie. D'accord, ça réduit la perte énergétique, mais elle y est quand même. Donc dans tous les cas, ça solutionne pas le problème. Mais juste pour revenir sur l'intensité énergétique que tu as parlé tout à l'heure. Cette intensité énergétique diminuerait grâce à la croissance, car cette dernière finance la recherche et le développement. Par exemple, selon le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, on serait passé de 1,2 tonnes équivalent pétrole pour produire 1000 $ de PIB durant le 19e siècle, quant à 0,4 tonnes équivalent pétrole aujourd'hui. Et c'est dans les pays les plus avancés qu'on a observé ce développement le premier. Du coup, cette réduction de CO2, de méthane ou d'utilisation des ressources naturelles ou limitées serait bénéfique pour le développement durable et ainsi empêcherait de nombreux dégâts environnementaux. Ok, alors je reprends mon argument de tout à l'heure, parce que j'avais pas terminé. Le progrès technique a de nombreux atouts, ok, on est d'accord, mais plusieurs technologies polluent l'environnement. C'est le cas de la voiture qui produit des CO2. Il y a l'ordinateur qui est difficilement recyclable, tandis que l'industrie qui s'occupe du développement technique détériore la nature. L'homme est devenu indépendant du progrès technologique, excusez-moi, à tel point qu'il est très compliqué de s'en passer. L'automatisation de certaines tâches réduit le travail pour les hommes. Les hommes sont remplacés par des machines et c'est pas très bon pour l'environnement. Les fabricants puisent des ressources naturelles pour fabriquer des nouvelles inventions, ce qui causera tôt ou tard des impacts négatifs sur notre environnement. Ouais, mais la croissance est soutenable par la combinaison de différents capitaux substituables. La soutenabilité de la croissance permet d'assurer à nos générations futures un bien-être égal à celui de la génération actuelle. Le capital naturel, donc, est substituable par les 4 autres types de capital, et en particulier par le capital technologique. Le progrès technique permet en effet de moins utiliser... le progrès technique permet en effet de moins utiliser les ressources de moins en moins polluées, mais aussi de substituer le capital humain et technologique au capital naturel. Le capital technologique permettrait ainsi de substituer le capital naturel avec la création de nouvelles innovations. Mais le capital naturel peut également être remplacé par le capital physique et humain,
car l'épuisement des ressources naturelles est problématique, sauf s'il n'est pas compensé par les investissements du capital physique et humain. Il faut donc augmenter ou maintenir constant le stock global de tous les capitaux. Cela entraînerait donc alors une soutenabilité faible qui favorise la croissance sans être néfaste à l'environnement. On a fini sur le même argument juste avant, tous les capitaux ne sont pas substituables. Le même exemple des abeilles, on en revient à la même chose. Et encore une fois, le progrès technique et la technologie ne sont absolument pas des solutions, étant donné que c'est plus néfaste que, j'ai plus le mot, mais favorable, on va dire. Donc dans tous les cas, c'est la décroissance qu'il nous faut, on va pas se mentir. Et c'est tout pour moi. Vous êtes d'accord avec moi que vous faites partie de notre environnement? Oui. Ok. Donc si vous détruisez votre environnement dans lequel vous vivez, qu'est-ce que vous avez de plus à dire? Mais cependant, là vous nous dites agir avec, on est néfaste pour l'environnement, patati patata. Ok, mais en tout cas... on est néfaste. Nos progrès techniques sont néfastes. Oui, en gros, on est néfaste avec nos progrès techniques. Mais avec la croissance, qui est nécessaire au développement humain, on peut accroître le capital humain qui donne les moyens et l'envie d'agir en faveur de l'environnement. Le capital naturel, il se traduit par le stock de connaissances, de qualifications, d'expériences professionnelles, de diplômes, de savoir-faire, etc. Et la croissance, elle est nécessaire au développement car elle participe au bien-être des populations. Cette même croissance, elle permet d'accroître le capital humain en apportant des qualifications nécessaires à la production. Et ceci améliore donc les compétences et les connaissances qui sont nécessaires à la production de biens qui pourraient nous aider à agir en faveur de l'environnement. Et ces connaissances pourraient par exemple servir à la production de nouvelles innovations qui pourraient réduire notre gâchis énergétique. Et en réduisant notre énergie et en réduisant notre gâchis énergétique, tout cela ne peut être que favorable pour l'environnement. Là, avec la croissance actuelle, on ne fait d'accord qu'augmenter. Mais il y a toujours, il faut réduire notre gâchis énergétique, comme on voit avec le développement durable. Le développement durable, ça repose sur ça concilie croissance économique, progrès social et préservement de l'environnement. Et c'est aussi capable de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité aux générations futures à satisfaire leurs besoins. Donc, avec ça, il y a la création des écoserres, c'est un nouvel outil de production qui permet aux agriculteurs de cultiver leurs aliments sains dans le respect de l'individu et de la planète. Et le principe est de créer un écosystème. Du coup, cette forme de culture permettra d'éradiquer le gaspillage et la pollution.